Bonjour, c'est Pierre. J'ai ouvert un livre et ça s'appelle Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise. C'est écrit par Charles Nana et ce fut publié chez L'Artilleur en 2019. L'auteur revient sur ce qui est connu comme le génocide rwandais et sur l'implication de la France à travers l'opération humanitaire turquoise. L'auteur narre la controverse médiatique et l'analyse à la lumière des documents officiels de l'époque et des stratégies et tactiques militaires sur place. En analysant de façon universitaire l'histoire récente, il s'inscrit à rebours de la vérité institutionnelle sur cet épisode si célèbre et si mal connu. C'est le Café Crayon. Cette note de lecture va se diviser en 3 parties. Je commencerai par les informations à avoir en tête avant de lire le livre. La deuxième partie sera consacrée aux éléments qui ont le plus capté mon attention lors de la lecture. La dernière partie sera consacrée aux tendances saillantes que j'ai retenues à l'issue du livre. La première chose à avoir en tête, c'est la date du 6 avril 1994, non pas comme déclenchement des événements, mais comme point de bascule dans une période complexe. On a tendance à présenter le Rwanda comme généré spontanément par le truchement de l'attention médiatique. Avant la narration du génocide rwandais, il n'y avait rien, et il semble n'y avoir rien eu depuis. Le livre ne revient pas sur l'ensemble de l'histoire du Rwanda. L'un des événements les plus anciens mentionnés est la révolution de 1959-1961. À ce moment, l'aristocratie Tutsi fut renversée au profit d'une république confirmée par un référendum en septembre 61. L'ex-colonie allemande déclare son indépendance de la Belgique en 1962. Une bonne partie de l'élite Tutsi s'est alors réfugiée en Ouganda. C'est à partir de ce pays que le FPR, Front Patriotique Rwandais, lance son offensive de reconquête du pouvoir le 1er octobre 1990. Ainsi, il convient de ne pas tomber dans la narration de certains qui considèrent le Rwanda comme une île ayant soudain émergé au large des côtes françaises pour y accueillir des massacres entre noirs. Il faut tenir compte d'une géographie et d'une histoire tout aussi complexes qu'ailleurs. Nous avons ici affaire à une guerre de 4 ans et non pas à une centaine de jours de massacres. L'un des acteurs majeurs de cette guerre est Paul Kagame. Il grandit en Ouganda et rejoint, avec d'autres camarades Tutsis d'origine rwandaise, les rangs de l'armée rebelle de Yoweri Museveni qui prend le contrôle du pays en 1985. Paul Kagame est ainsi l'un des chefs du renseignement ougandais, mais il dirige également son propre réseau de Tutsis rwandais à l'intérieur de l'armée. N'ayant jamais abandonné l'idée d'un retour et d'une reconquête, il est aussi poussé à la création du RPF par Museveni qui y voit une manière de se débarrasser de ces groupes un peu envahissants. Ces minorités Tutsis qui reviennent dès octobre 90 font partie de la génération qui a grandi en Ouganda. Certains d'entre eux ne sont pas nés au Rwanda, peu y ont mis les pieds et presque aucun ne parle français. Ils appartiennent à la sphère anglophone de l'Afrique. C'est pour ça que je privilégie ici l'acronyme anglais de RPF. Pour faire la guerre, il faut être deux. Le RPF va donc s'opposer aux forces armées rwandaises, les FAR, et au gouvernement intérimaire. Ce dernier est qualifié ainsi car le 6 octobre 1994 est la date de l'assassinat du président Juvénal Habyarimana et le gouvernement intérimaire est déclaré le 8. Il n'a que peu le temps d'exercer son pouvoir parce qu'il est chassé de Kigali le 12. Le gouvernement a été qualifié d'illégal dans les journaux car il ne respectait pas les accords d'Arusha signés en Tanzanie en 1993. Cependant, les accords n'ont jamais été mis en place. S'il semble que le président Habyarimana freinait leur application, il est certain que le RPF faisait tout son possible pour gripper la mission de l'ONU qui veillait au cessez-le-feu. Ainsi, le mouvement semi-clandestin de rebelles RPF n'a jamais cessé de convoyer des armes et de créer des planques de munitions de 1990 à 1994, alors que le gouvernement officiel et son armée n'avaient d'autre choix que de se plier au contrôle de la Minuar. Après le déclenchement de nouveaux massacres en avril 1994, des membres de l'ONU se sont penchés sur ce qui se passait au Rwanda. La décision a été prise d'envoyer une mission à but humanitaire. Cependant,
la résolution 929 du Conseil de sécurité a permis à la France d'envoyer une mission internationale pour un total de 2 mois avant une réaction de l'ONU. Le contingent était essentiellement français, assisté de troupes africaines et avait pour mission de créer une zone humanitaire sûre au sud-ouest pour les réfugiés qui fuyaient les zones sous contrôle RPF. Ce qui est notable, c'est la lenteur de l'Organisation des Nations Unies à organiser sa réaction. L'auteur note que certains pays ont participé à la fois à porter l'attention sur les morts rwandais, mais aussi à ralentir les procédures de décision. Notons que le mouvement rebelle RPF avait sa représentation à l'ONU et dans les grandes capitales du monde. Le RPF faisait un travail de lobbying très dur auprès du Conseil de sécurité et de ses membres pour éviter le renforcement de la MINUAR, puis pour éviter l'initiative française. Militairement, cette dernière a été critiquée, a priori, comme une opération pseudo-coloniale visant à aider le gouvernement en place. Cette inquiétude de la part du RPF n'était pas infondée, compte tenu des accords d'aide militaire entre les deux pays depuis 1975. Même si le RPF a rapidement été rassuré sur ce point, il n'en reste pas moins que la simple présence française, même sur un territoire circonscrit, pouvait entraîner un ralentissement de l'avancée du front RPF et aider ainsi les forces armées rwandaises à gagner du temps afin de se réapprovisionner. Il semble que, à la marge, ce fut effectivement un effet collatéral de la présence française. Depuis, l'accusation récurrente est que l'opération turquoise a servi à évacuer les membres du gouvernement intérimaire. Cependant, le gouvernement français a rapidement coupé les ponts avec celui-ci. De plus, aucune aide n'a été apportée aux membres du gouvernement ayant atteint la zone humanitaire sûre sous contrôle turquoise. Les officiers ont refusé toute rencontre ou concertation avec ceux-ci. L'opération turquoise n'était pas qu'une opération humanitaire, c'était aussi une opération médiatique visant à déjouer les accusations ciblant la diplomatie française. Cependant, les accusations constantes n'ont pas cessé et se sont tournées du gouvernement vers les forces françaises envoyées. Ainsi, les journalistes de toutes origines se sont montrés souvent agressifs avec les officiers. Si la communication a péché côté gouvernemental et côté militaire, le temps, les témoignages et l'ensemble de la documentation démontrent le courage et la dignité dont a fait preuve Turquoise dans la protection des réfugiés face au bombardement du RPF, à la famine et au choléra. Page 483. L'officier français poursuit. La deuxième fosse a été installée à côté de la frontière. Elle était nettement plus grande, mais son accès étant beaucoup plus difficile à contrôler, les gens venaient la nuit y déverser des cadavres. C'est ce qui explique que nous n'avons pas pu tenir un décompte aussi précis que pour la première. Toutefois, mes officiers évaluent entre 26 et 28 000 le nombre de dépouilles qui y reposent, ce qui, pour les deux fosses, fait entre 43 et 45 000 morts. Tous les soldats ont participé à cette mission, chef de corps en tête. Je ne voulais pas que les malheureux qui avaient commencé les premiers pensent que les autres allaient rester tranquillement en arrière et échapper à cette terrible tâche. Je n'ai d'ailleurs pas eu de difficulté avec aucune catégorie de personnel. Les hommes étaient conscients qu'il fallait le faire. Je rends hommage à leur conscience professionnelle et surtout à leur conscience d'homme. Personne n'a tenté de se soustraire à la mission. J'avais donné l'ordre que les soldats n'enchaînent pas la même mission 2 jours de suite afin qu'ils puissent se changer les idées, se reposer et laver leur linge. Il faut savoir que les tenues de combat devaient être lavées 2 fois, tant elles étaient imprégnées de l'odeur de la mort. Heureusement, nous avions des machines à laver de campagne qui nous ont été d'un grand secours. J'ai craint que certains, notamment parmi les conducteurs de camions qui avaient fait jusqu'à 12 journées de ramassage, n'aient des problèmes psychologiques. Le commandement nous a informés au mois de juillet de l'arrivée de psychiatres militaires afin de prendre en charge les soldats qui présenteraient des troubles suite aux horreurs avec lesquelles ils avaient été en contact régulier. J'ai annoncé au rassemblement du matin que les psychiatres se tenaient à la disposition de ceux qui souhaiteraient les consulter à l'intérieur de notre camp. Le soir, personne ne s'était présenté en consultation. Le lendemain matin, prenant de nouveau la parole, j'ai indiqué que tous ceux qui avaient ramassé ou inhumé des cadavres étaient dans l'obligation de voir les médecins. J'ai, de plus, dit que je passerais le premier et mon commandant en second en deuxième. Le soir, les psychiatres nous ont dit qu'ils n'avaient pas arrêté de recevoir des soldats. Des questions ?
Sur place, il y avait donc le FPR avançant de l'Ouganda au nord-est, l'opération turquoise immobile dans sa ZHS au sud-ouest et les FAR entre les deux. Il y avait en sus une flopée d'organisations non gouvernementales, dont notamment la Croix-Rouge et HRW, que l'on peut traduire par Veille sur les droits de l'homme, et également Médecins sans frontières, en particulier sa branche belge. Ces organisations font preuve d'un unanimisme d'autant moins surprenant que les travaux de Charles Onana montrent que certaines communications de MSF sont des copier-coller d'éléments diffusés auparavant par le RPF. Ce soutien aux thèses du RPF est d'autant plus marquant qu'on voit que le rapport du 9 juillet 1994 du coordinateur de MSF Belgique signale les violences perpétrées par le RPF, parfois même sur ses propres membres. La surprise ne s'arrête pas là, car la note en question est censurée et enterrée dans les archives. MSF se permet, par ce genre de méthode, de privilégier une narration infantile qui vise à éviter la confusion. Il est à noter que, nulle part dans le livre, Charles Onana ne nie ni ne diminue les massacres de civils au Rwanda entre avril et août 1994. Son but est de pointer du doigt le deux poids deux mesures des exactions commises des deux côtés et de rendre compte de l'action de l'opération turquoise sur place. Je me permets une première parenthèse concernant le livre de Jean Hatzfeld intitulé Récits des marais rwandais. Il fut publié chez Seuil en 2014. Le livre reprend 3 recueils de témoignages publiés respectivement en 2000, 2003 et 2007. L'auteur compile des récits de massacres racontés par les survivants, mais aussi par ceux qui les ont commis. C'est cette partie, originellement publiée sous le titre Une saison de machettes, qui a attiré mon attention et je ne résiste pas à vous en lire 2 extraits. Clémentine Mouret-Boiré n'a aucun lien avec cette bande, sinon qu'elle habite une maison de pisé sur la colline de Kibungo. C'est une femme d'une trentaine d'années, dont le visage très fin est encore embelli par de minuscules taches de rousseur brune. Elle est Hutu, citadine de naissance, mariée par l'intermédiaire d'un oncle à Jean de Dieu Ruzindana, un Tutsi très bon malgré les désavantages de la campagne qui m'avait bien installé dans sa famille de Kibungo. Clémentine et son mari ne sympathisaient pas avec les gars de la bande et ne fréquentaient pas le même cabaret, mais ils les connaissaient bien parce que leur parcelle jouxtait celle de Pancrace et d'Adalbert. Elle se souvient. C'était une équipe très renommée sur la colline pour ses beuveries et ses rigolades. Ces types n'étaient pas méchants en apparence, sauf peut-être le vieil Ignace qui grinçait toutes ses journées contre les Tutsis. Mais quand ils avaient bu, ils s'amusaient à disperser des malentendus et des méchancetés de cabaret en cabaret. Ils avaient coutume de narguer les Tutsis et leur promettre de fâcheuses représailles sans toutefois les malmener. Ils étaient tirés par Adalbert. Lui était le plus fort, le plus intrépide, le plus blagueur. Il ne craignait jamais de se chamailler pour des bagatelles. Il pouvait harceler n'importe qui sans jamais perdre sa bonne humeur. Cette équipe, entre nous, on la sentait devenir risquante. Innocent Ruililiza, un rescapé, lui aussi natif de Kibungo, confirme. C'étaient des gens très travailleurs, des cultivateurs émérites, qui pouvaient se montrer très gentils et très serviables. Toutefois, ils se sont progressivement imbibés de la frustration et de la jalousie envers les Tutsis que leurs parents avaient rapportés de Gitarama. Pendant les tueries de 92, ils s'étaient brusquement chauffés contre les Tutsis et s'en étaient montrés très menaçants. Ces échauffourées s'étaient terminées sans conséquence dans la région grâce à la sagesse du conseiller. Depuis, on devinait que la méchanceté les avait attrapés et pouvait les pousser dans un faux pas à n'importe quelle occasion. On les voyait de plus en plus cassants, surtout lorsqu'ils s'éventaient des nouvelles de la guerre des Inkotani. Toutefois, sans qu'on puisse imaginer qu'ils pourraient un jour tuer à un si grand rythme. Ce premier extrait illustre le glissement à la fois progressif et soudain ayant entraîné des gens plus ou moins désœuvrés à la violence aveugle. Le texte souligne aussi, indirectement, les liens perméables entre les camps Hutus et Tutsis. Ces groupes, singuliers mais mouvants, ne correspondent pas tout à fait à la vision ethnique à laquelle se raccrochent les médias. Cette facette du sujet n'est pas fausse, mais elle n'est pas englobante et ne rend pas compte des faits qui s'illuminent une fois accepté le prisme d'analyse d'une guerre aux objectifs politiques. L'extrait suivant est un témoignage ayant le mérite de présenter l'implication de certains officiels dans les massacres commis par les Hutus. En réalité, je l'ai aussi choisi en fonction de la prochaine parenthèse et il vous faudra établir, seul, le parallèle entre ces éléments-ci et ces éléments-là. Page 388. Élie.
En 1991, après les premières attaques des rebelles de l'Ouganda, dans les journaux militaires, le Tutsi a été désigné comme l'ennemi naturel du Hutu qu'il fallait supprimer définitivement. C'était écrit en lettres grasses en première page. Par après, le ciblage s'est petit à petit répandu dans les radios. Dans les réunions politiques, on nous apprenait à ne plus partager de parcelles ou de biens avec les Tutsis, à ne plus s'entraider pour les cultures, à ne plus se marier ensemble, à ne plus rien pardonner dans les affaires courantes. Parce qu'un jour, on se mettrait en route pour les tuer et que ces arrangements seraient des entraves. Mais pour la date et la manière, on ne recevait aucune instruction. Au fond, les militaires et les fonctionnaires pensaient que les intimidateurs avaient décidé de tuer les Tutsis progressivement pour décourager l'approche des Inkotani. On pensait à des massacres d'ampleur pour les chasser définitivement vers le Burundi et les pays attenants. On ne savait rien de plus grave. Les cultivateurs, eux, entendaient ça et là des rumeurs. Ils voyaient d'un bon œil le débarras des nouvelles parcelles, mais ils étaient avant tout préoccupés de leur culture. Ils se sont chauffés terriblement au lendemain de la chute de l'avion, pas avant. Mais après, ils ont compris sans problème que c'était pour de bon. Ignace. Les autorités avaient listé des grandes personnes Tutsis de la commune, comme par exemple des enseignants, des commerçants. On savait bien que ces personnes devaient être tuées en priorité, tout en laissant tranquilles leurs familles, sans se préoccuper des cultivateurs et des gens Tutsis de petite importance. Mais par après le listage des personnes de renom, les autorités nous ont déclaré que les familles devaient mourir avec tous leurs avoisinants aussi. Ces tueries très détaillées nous ont pris par surprise, si je puis dire. Jean-Baptiste. Quand la République d'Abiyarimana a été obligée d'accepter le multipartisme, tous les partis Hutus ont recruté des milices. D'abord pour se protéger les uns des autres, parce que c'était très chaud entre les extrémistes Hutus. Par la suite, pour orienter le regard vers les Tutsis. Les Interahamwe étaient les plus voyants. Ils chantaient dans les meetings, ils paradaient dans les rues. Ils se réunissaient pour des exercices physiques au centre culturel. Ils recevaient des boissons et des mets et des petites sommes des mains des commerçants. Ils se préparaient à de petits massacres de Tutsis, comme on savait le faire depuis 1959. Des massacres de châtiment à cause des Inkotani ou de jalousie, ou de vengeance et de voracité à cause des vaches et des parcelles. Mais la suppression de tous les Tutsis, ça, ils ne l'ont pensé qu'après l'accident de l'avion. L'un des événements marquants de cette période est le déclencheur de l'offensive finale du RPF. Cela a été dit, l'attentat sur l'avion du président Habyarimana n'a pas été le déclencheur d'une guerre au Rwanda. Celle-ci durait déjà depuis 3 ans. Le président rwandais ne fut pas la seule victime de cet attentat, qui en compta 12, dont le chef d'état-major de l'armée rwandaise, 3 membres d'équipage français, mais aussi le président burundais Taryamira. Le RPF était sur les starting blocks dès le 4 avril, date de départ du président Habyarimana au Zaïre. Page 452. Après l'attaque contre l'avion présidentiel, donc après 20h30, à ce moment-là, il y avait un match dans le cadre de la Coupe d'Afrique. Je pense que c'était le match final. Et à Mulindi, les militaires suivaient le match à la télévision dans une salle commune. Et mes collègues, à qui j'ai pu parler, m'ont dit que, même avant la fin du match, on leur a donné l'ordre de sortir. On a demandé au commandant de sortir. Et chaque commandant savait ce qu'il allait faire. Et 30 minutes après, tous les 37 bataillons de l'APR, sauf celui de Charlie qui se trouvait à Ruhengeri, tous les autres bataillons étaient prêts au combat. Le Falcon 50 français a été descendu alors qu'il était en manœuvre d'atterrissage et on ne connaît toujours pas les tenants et les aboutissants de cette affaire car il n'y a pas eu d'enquête. En tout cas, pas d'enquête terminée car le tribunal pénal international pour le Rwanda a cessé brusquement ses investigations sur cet événement pivot du conflit. De la même manière, aucune enquête n'a pu être initiée concernant les crimes commis par le RPF. La manière dont Carla Del Ponte a été évincée de son poste de procureur général au moment même où elle comptait le faire illustre avec force les orientations de la communauté internationale et les manœuvres de ceux qui y sont au centre. L'élément qui m'a beaucoup interpellé est le rôle de Karel Kovanda, l'ambassadeur de la République tchèque à l'ONU. Il reprend le terme de génocide suggéré très tôt par le représentant du RPF à l'ONU, Claude Duceidi. Il s'inscrit ainsi à rebours de l'ambassadeur nigérian qui distinguait bien l'affrontement militaire et les massacres de civils sans singulariser ni les coupables ni les victimes. La thèse n'a pas été reprise dans la communication officielle du Conseil de sécurité. À la fin d'un rapport, celui-ci rappelle cependant la définition d'un génocide, ce qui équivaut à une menace voilée en direction du gouvernement officiel rwandais. Plus que toute autre chose, cette narration a capté mon attention et mon imagination.
À la lecture de ces 7 pages se déroulait dans ma tête un film caméra à l'épaule dépeignant ces quelques jours d'avril de Karel Kovanda dans les couloirs de l'ONU. Le livre est très précis sur le contexte international et médiatique de l'époque. L'auteur n'oublie cependant pas de revenir sur les conditions politiques intérieures françaises en rappelant le contexte de cohabitation entre le gouvernement français et la présidence. Il analyse les transcriptions de conseils des ministres et les dissensions qui émergent entre le président et le Premier ministre d'une part, et parmi les ministres eux-mêmes d'autre part. Le gouvernement nouvellement désigné était réticent à poursuivre la politique internationale initiée avant lui et le faisait savoir. Les parlementaires, côté RPR et côté socialiste, furent également divisés et prudents quant à leur soutien. C'est cette absence d'unité qui a conduit à des couacs constants de communication. Face aux accusations du RPF, relayées par les médias, la défense de la part du gouvernement français a été faible, et ce avant, pendant et depuis l'opération turquoise. Le RPF n'a jamais cessé ses attaques depuis 1994. Ils ont compris très tôt que l'accusation de génocide était un absolu indiscutable. Ciblant originellement le gouvernement intérimaire, ils ont utilisé la culpabilité par association pour accuser la France, seule en position de réagir, de tous les mots réels et, plus encore, de choses irréelles. Calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose, nous disait Francis Bacon. Le RPF l'a bien compris et, à l'époque, comme aujourd'hui, ne cesse d'attaquer le gouvernement français qui, pour les raisons évoquées, n'a pas su se défendre. Les ONG et les médias ont servi de caisse de résonance à des accusations sans fondement. Je ne perdrai ni mon temps ni le vôtre à les répéter. Patrick de Saint-Exupéry en prend notamment pour son grade dans sa façon d'aligner depuis 25 ans les témoignages anonymes, jamais confirmés par quoi que ce soit. On lit dans le livre à quel point les journaux se sont enfermés dans un psittacisme tenant lieu de travail d'enquête et de recoupement. Il n'y a que les faibles d'esprit qui ne changent pas d'avis. Bernard Lugan, citoyen français, était professeur à l'université au Rwanda de 1972 à 1983. Il fut très véhément contre la France et son soutien indéfectible au régime rwandais. Convié en tant qu'expert au TPIR, il effectua des recherches approfondies et, finalement, changea d'avis. Depuis, il souligne le rôle positif de la France, de l'opération turquoise et de François Mitterrand durant le conflit rwandais. Pour la petite note, il est difficile d'accuser Bernard Lugan de collusion avec François Mitterrand. Ce changement de cap illustre, par contraste, l'immobilisme du milieu universitaire. À l'exception de la Grande-Bretagne, les archives de nombreux pays sont désormais ouvertes, mais n'ont été étudiées que par quelques universitaires anglo-saxons en payant le prix fort. Les études universitaires françaises concernant le Rwanda ne semblent pas pouvoir être menées sans avoir au préalable prêté allégeance à la vérité institutionnelle du génocide ethnique. J'ouvre une seconde parenthèse sur un livre trouvé par hasard, écrit par Marc-Antoine Pérouse de Monclos, intitulé « L'aide humanitaire, aide à la guerre », publié chez les éditions Complexes en 2001. Le livre ose poser la question de l'origine et du fonctionnement de l'aide humanitaire à travers un essai très étayé de références. La période post-89 a vu la création de différentes organisations humanitaires qui ont remplacé les aides d'État à État. Ces aides étaient circonstanciées et mesurables, à l'inverse de la nouvelle gestion des subsides, tout à fait honnête, mais particulièrement chaotique. Les organisations non gouvernementales ne savent pas rendre compte de leurs actions et de leurs dépenses. La dépendance au marché des aides a encouragé les acteurs humanitaires à jouer la surenchère médiatique pour débloquer des subsides. Ces financements sont certes utilisés sur tous les fronts, mais la tendance lourde est la polarisation de l'attention internationale sur certains conflits au détriment des autres. Concernant l'attitude des ONG face aux belligérants, beaucoup sont prêtes à accepter ces conditions, de crainte de perdre des programmes portant sur des centaines de millions de dollars. C'est en particulier le cas des ONG religieuses comme Catholic Relief Services, International Rescue Committee et même World Vision, dont le responsable au Sud-Soudan confessait il y a peu en privé qu'il ne pouvait pas prendre le risque de se faire expulser par la SPLA vu le volume financier de ses programmes dans cette zone. En grossissant à peine le trait, l'aide humanitaire est devenue un marché féroce avec ses raquettes, ses entourloups, sa concurrence déloyale et ses délits d'initiés. Les ONG en sont venues à se disputer leur part du gâteau. Un bon nombre d'entre elles ne méritent plus le qualificatif de non gouvernementales, car elles dépendent désormais des grandes orientations internationales pour qui elles sous-traitent.
La plupart ont très peu de ressources propres et les financements publics représentent aujourd'hui plus de la moitié de leur budget, contre un tiers à la fin des années 80 et environ 1% au début des années 70. Une fois négociés les montants accordés aux ONG, ces dernières ont alors intérêt à tout dépenser. Elles connaissent le même problème que l'administration française, dont les budgets sont reconduits en fonction des dépenses de l'année précédente, ce qui oblige à épuiser tous les soldes disponibles avant Noël, peu importe comment. La marchandisation de l'aide humanitaire est un phénomène marquant de la décennie écoulée, pour le meilleur comme pour le pire. De plus, au-delà des détournements des aides par les acteurs des conflits, les ONG se voient souvent forcées de payer à prix d'or les belligérants pour encadrer, voire convoyer ces aides. Cela permet trop souvent de prolonger les guerres, causant les besoins humanitaires. Leur financement étant de plus en plus gouvernementaux, il est devenu difficile de démêler l'ingérence de l'humanitaire. Page 159. Les controverses à ce sujet opposent grosso modo deux points de vue, celui des universalistes et celui des relativistes. Les premiers croient à l'existence d'analogies qui, d'une culture à l'autre, permettent au moins de condamner l'inadmissible. Ce plus petit dénominateur commun comprendrait notamment les crimes contre l'humanité. Encore faut-il s'entendre sur les définitions. D'après les spécialistes, le génocide, par exemple, consiste pour un État ou une autorité à détruire intentionnellement une communauté sans que celle-ci n'entame d'action réciproque. Mais le crime s'évalue surtout par défaut. Il ne s'agit pas d'un ethnocide qui cause la suppression d'une langue, d'une culture ou d'une religion, sans pour autant entraîner des tueries massives et une élimination physique du groupe. Et il ne s'agit pas non plus d'un acte de guerre, tels les bombardements de Dresde ou de Hiroshima, qui avaient pour but premier de déstabiliser l'ennemi sur un plan psychologique et non d'annihiler la population. Autrement dit, l'appréciation d'un génocide implique a posteriori une certaine part de subjectivité. Le degré de planification qui distingue le génocide du pogrom fait encore débat aujourd'hui, soulevant des problèmes qui n'ont toujours pas été résolus à propos de la question arménienne en 1915 ou du rôle des Hutus rwandais en 1994. Les relativistes estiment quant à eux que les différences culturelles sont irréductibles. Les plus radicaux d'entre eux soutiennent que le concept des droits de l'homme a été imposé par les Occidentaux et constitue un simple habillage en vue de camoufler les intérêts d'une diplomatie impérialiste. La Chine et la Russie pensent évidemment ainsi en ce qui concerne le Tibet et la Tchétchénie. À défaut d'avoir l'arme nucléaire et les attributs de la puissance, les pays du Sud, eux, sont les premiers visés par d'éventuelles interventions et ils se retranchent pareillement derrière un principe de souveraineté pour rejeter tout droit d'ingérence humanitaire. Au sein de l'ASEAN, les gouvernements de Singapour et de la Malaisie, en particulier, ont été parmi les plus virulents à dénoncer les valeurs d'une démocratie libérale que les Occidentaux prétendaient leur prescrire au nom d'une mentalité judéo-chrétienne qui n'avait rien à voir avec les enseignements des civilisations asiatiques. De même, les dirigeants africains ont-ils argué d'une exception culturelle pour s'opposer à la conditionnalité d'une aide désormais axée sur la démocratisation des vieilles dictatures. À l'issue de la lecture, il faut se rappeler que le RPF est à l'initiative d'une guerre dont l'objectif était la victoire totale. Il semble, d'après ce que j'ai cru comprendre, que le gouvernement Habyarimana ralentissait l'application des accords d'Arusha, mais, en face, le RPF bloquait complètement. Le partage du pouvoir leur était insupportable car ils souhaitaient le retour du pouvoir aristocratique Tutsi dont ils avaient bénéficié jusqu'à 1959 grâce à l'administration belge. Les officiels de l'ONU, les militaires français, les ex-membres du RPF et les membres actuels du RPF confirment tous cet objectif du RPF et le fait que Paul Kagame avait accepté, prévu et organisé le massacre de civils Hutus, Tutsis et Twa à cette fin pour causer le flot de réfugiés en zone sous contrôle de l'armée rwandaise. Les journalistes pro-RPF ont été baladés entre divers lieux de massacre Potemkin. Ils ont témoigné, bien plus tard, n'avoir vu personne dans les villages traversés qui étaient pourtant sous contrôle des libérateurs du RPF. Les déplacements massifs ont permis de désorganiser et de faire s'infiltrer des militaires pro-RPF, d'abord en zone FAR, puis dans l'actuelle République démocratique du Congo. Avant la solution militaire, le RPF avait envisagé une reconquête progressive du pouvoir par l'intermédiaire d'un gouvernement partagé. La guerre avait été refusée par les membres les plus extrémistes du front, car cela aurait coûté trop cher en vies humaines, militaires et civiles. L'offensive originelle d'octobre 1990 n'est donc qu'une des façons de reconquérir le pouvoir qui avait été évoquée dans la réunion préparatoire du RPF à Sacramento.
Le déclenchement des hostilités a été décidé de façon autocratique par Fred Rwimega-Gisa, tué quelques jours plus tard. Paul Kagame n'a pris les rênes des troupes qu'à son retour en catastrophe de son stage de formation au fort Leavenworth. Sacramento se trouve en Californie, Leavenworth se trouve au Kansas. Le conflit au Rwanda n'est le plus souvent abordé que sous l'angle de l'ingérence française. Je n'ai pas conclu du livre de Charles Onana que l'ensemble des relations françaises avec le Rwanda avant l'opération turquoise était irréprochable. Le Falcon 50, où se trouvaient les deux présidents, était un don français et la coopération militaire entre les deux pays était réelle. Notons que, contrairement à ce que j'avais moi-même compris en lisant trop vite, le paiement d'armes de l'Égypte vers le Rwanda n'a pas été garanti par une banque française. Cet argent a simplement atterri dans le compte Crédit Lyonnais de l'ambassade égyptienne à Londres. Si la France avait ses propres objectifs au Rwanda, il serait illusoire d'en conclure qu'elle était la seule. À l'heure où l'ONU peinait à organiser une réponse internationale à cause de la lenteur de certains de ses membres, différents États prenaient l'initiative d'opérations militaro-humanitaires sur territoire rwandais. Les États-Unis et leur opération au titre très neutre Restore Hope ne furent pas les seuls. La Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Canada et Israël débarquèrent aussi leurs troupes sans l'aval de l'ONU, sans journalistes et sans qu'on ait jamais su ce qu'ils y avaient fait. Pour note, le Rwanda a rejoint le Commonwealth en 2009. L'ensemble de la période et de ce qui en est dit interroge aussi sur la notion de vérité institutionnelle. Celle-ci ne dépend pas des faits, mais des institutions qui la portent. Ces dernières se protègent de toute accusation par l'inversion accusatoire. La vérité médiatique de l'époque est devenue la vérité universitaire depuis. On nous présente les Hutus méchants, tous responsables du génocide, contre les Tutsis gentils. L'existence des Twa et les massacres qu'ils ont subis ont été éjectés du champ de l'acceptable. Remettre en cause cette vérité, c'est remettre en cause l'institution qui l'a émise. Il suffit de voir le traitement de Judy Rever par Libération en août 2020 pour se convaincre que l'unanimisme journalistique ne sait se défendre qu'en faisant taire toute voix discordante, par l'invective, la censure ou la prison. Il me semble que, depuis la fin officielle de la guerre froide, les conflits ne sont pas compris ni analysés car hors de l'opposition Est-Ouest. Les guerres de plein droit et leurs objectifs politiques sont l'affaire des gens de bien. En Afrique, il n'y a que des massacres désordonnés. Une partie du milieu politico-militaire français pêche aussi par ce manque de recul et d'attention. Je me réfère en cela aux réflexions de Benoît Billan. Le petit monde médiatique a fait sien le mot de Sarkozy de 2007 en ignorant, ce qui est une habitude, qu'il en est le principal facteur. Ce manque de recul est d'autant plus savoureux que c'est bien la caste journalistique elle-même qui est incapable de se projeter dans le temps long. En bref, si aucun journaliste ne s'est intéressé au Rwanda de 1990, de 1959 ou de 1935 pour présenter le Rwanda de 1994, vous n'aurez pas le droit de le faire. Je souhaitais conclure en vous invitant à vous informer sur le Rwanda aujourd'hui, par exemple sur le gouvernement Kagame. Ces méthodes expéditives pour appliquer un pouvoir sans partage interrogent à rebours sur la conquête de celui-ci. Certains témoignages de Bernard Lugan sur le Rwanda aujourd'hui révèlent également les objectifs du RPF. Il semble actuellement que le Rwanda n'était pas le seul pays ciblé. J'ai commencé à regarder le documentaire L'Afrique en morceaux, qui concerne la République démocratique du Congo et qui remet en perspective la guerre rwandaise. Je vous encourage également à suivre de récentes interviews de Judy Rever et à lire certains témoignages de Carla Del Ponte pour compléter. Si je ne vous ai pas convaincu de vous procurer le livre, je vous conseille de laisser M. Charles Onana le faire, à la fois dans son entrevue sur Spoutnik, mais aussi dans sa présentation au Cercle Aristote. C'était donc Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise, un livre très documenté, très sérieux et trouvable à un prix modique. Tout en étant factuel et dépassionné, sa lecture est agréable et je vous invite à vous le procurer et à le lire. En attendant, je vous souhaite de bonnes journées.